des rythmes circadiens et des maladies métaboliques. Bonjour. Donc effectivement, je travaille à Nantes où je suis MCUPH en nutrition. Je dirige une équipe de recherche qui a débuté cette année à l'Institut du Thorax dans l'unité de recherche. On s'intéresse au rythme diurne des mitochondries et comment leur perturbation peut influer sur la survenue des maladies métaboliques. Donc ça ne sera pas mon propos aujourd'hui puisqu'on m'a demandé de parler de rythme circadien, les aspects qui les relient au risque de maladies métaboliques et de présenter des données épidémiologiques. Donc je vais faire un tour d'horizon et je suis servi par l'actualité puisque vous le savez, il y a une dizaine de jours, le prix Nobel de physiologie et de médecine a été décerné à 3 chercheurs qui ont décrit les mécanismes moléculaires de l'horloge circadienne. Alors, que sont les rythmes circadiens? C'est important de les définir. Donc la Terre tourne depuis 5 milliards d'années, il y a de la vie sur Terre depuis quelques milliards d'années aussi. Donc la vie s'est en permanence organisée à évoluer autour de cette contrainte de rythme de nuit et de jour qui se succèdent régulièrement. Donc se sont développés des rythmes endogènes, c'est ce qui définit les rythmes circadiens, avec une période d'approximativement 24 heures. D'ailleurs, circadien, ça vient du latin circa diem, qui veut dire approximativement une journée. Une autre caractéristique, c'est que ces rythmes persistent en conditions constantes. Donc ça les différencie d'autres rythmes. On pourrait parler de rythme nictéméraux ou diurne, ce qui suggère donc pour les deux mots une alternance jour-nuit. Mais il n'y aurait pas cette connotation, comme pour les rythmes circadiens, de cette autonomie et l'indépendance des signaux extérieurs. Donc par exemple, le rythme circadien persiste si vous êtes en condition d'obscurité continue, donc vous continuez à avoir par votre horloge centrale la production d'un rythme endogène de 24 heures. Une autre caractéristique, c'est qu'il est entraînable, donc ça c'est assez facile à comprendre. Pensez à votre expérience de voyage en avion transatlantique, vous êtes soumis à un jet lag, et pendant quelques jours, il faut que vous vous réadaptiez, mais au bout de quelques jours, vous êtes à nouveau adapté à ce nouveau cycle temporel. Donc c'est différent les rythmes circadiens des rythmes diurnes non endogènes. Prenez par exemple la sécrétion d'insuline, elle a un rythme diurne, mais il est très dépendant de l'influence de votre prise alimentaire, donc ce n'est pas un rythme circadien. Alors, concernant l'évolution et l'historique de ce qu'on sait des rythmes circadiens, le premier rapport publié d'un rythme circadien endogène, ça a été fait par un Français, Jean-Jacques Dortout de Mérans, en 1729. Alors, ce n'était pas du tout un biologiste, ce monsieur, c'était un astronome, mais il fait une observation qu'une plante, un mimosa, continue à ouvrir et à fermer ses feuilles avec un rythme de 24 heures, même quand il est laissé dans une boîte opaque et qu'il est plus du tout soumis au rythme de lumière et d'obscurité sur 24 heures. Donc il publie ça, il termine en disant que ça sera à d'autres de s'occuper, de s'intéresser à la pertinence de cette découverte et qu'il retourne en fait faire de l'astronomie. Voilà, bon, il reste connu essentiellement pour cette observation. Et c'est intéressant de noter que jusqu'en 1962, donc certains d'entre vous étaient nés, on n'avait pas vraiment de connaissance de ce qu'étaient les rythmes circadiens chez l'homme. Alors c'était déjà montré, ces rythmes autonomes chez les rongeurs par exemple. Alors il y a un monsieur, Michel Siffre, il a à l'époque 21 ans, il est géologue lui, comme quoi la science avance avec des moyens inattendus. Il découvre un gouffre avec un glacier souterrain à 70 km de Nice, dans les Alpes. Et il décide de descendre et de faire une étude du glacier. Et il a l'idée qui fait qu'on a retenu son nom. Il décide de faire une étude circadienne. Et donc il descend à 200 mètres de profondeur pour une expérience de 2 mois où il s'isole totalement de tout signaux extérieur. Donc il a une lampe frontale, il est exposé à très peu de lumière. C'est lui qui gère son rythme. Aucune influence extérieure pour lui donner l'heure de la journée. Il appelle régulièrement la surface pour dire à quelle heure il mange, il se couche, il se lève. Et il reste donc 2 mois. Au bout de 2 mois, on lui dit de sortir, que l'expérience est finie. Et il pense, lui, avec ses relevés qu'il a fait sur un carnet, qu'il est resté 1 mois sous terre.
Donc il a une perception subjective du temps qui est totalement faussée. Par contre, objectivement, le rapport qu'il donne à la surface montre qu'il conserve un rythme de 24 heures. Alors quand il pense avoir fait une sieste d'1 heure, parfois il a effectivement dormi une nuit de 10 heures. Mais au total, au bout de 2 mois, il a un rythme de 24 heures et 11 minutes de veille-sommeil. Donc il conserve, c'était la première démonstration effective d'un rythme endogène de veille-sommeil et physiologique, parce qu'il a pris aussi 2-3 mesures physiologiques chez l'humain. Alors, il faut attendre 1971 pour progresser. Donc, ça, c'est un premier pas vers ce prix Nobel. Donc, c'est d'autres chercheurs, Konofa et Benzer, qui étudient la drosophile, qui font des expériences de mutagenèse, et donc qui font de la génétique. En faisant de la mutagenèse, ils déclenchent donc des mutations, ils regardent le comportement de ces mouches. Ils étudient en particulier le rythme d'éclosion, dont il est observé qu'il est soumis à un rythme circadien, et l'activité locomotrice de ces mouches. Et ils produisent des mouches mâles qui sont arythmiques. Donc certaines ont une arythmicité complète, certaines ont un rythme, une période plus basse, 19 heures, certaines ont une période augmentée de 28 heures. Et ils sont capables de démontrer que le gène muté se localise sur le chromosome X et ils l'appellent pair, pour période. Mais à ce stade, bien sûr, il n'y a pas suffisamment d'outils de biologie moléculaire pour caractériser ce gène et sa protéine. Et on arrive donc aux travaux de Jeffrey Hall, Michael Rosbaugh et Michael Young, donc prix Nobel depuis 10 jours, qui eux ont été en mesure de caractériser chez la drosophile aussi, par une succession de plusieurs travaux, le fait que le gène pair produisait la protéine période, que cette protéine période était successivement accumulée et dégradée sur un cycle de 24 heures. Et ils ont en fait progressivement identifié les rouages de la mécanique de l'horloge moléculaire. Alors, dans une version très très simplifiée, voilà ce que ça donne chez le mammifère. Vous avez en bas à gauche bimolin et clock, qui sont des facteurs de transcription qui agissent en dimères sur l'ADN pour promouvoir la transcription de gènes. Donc il y a une période de pic de liaison maximale à l'ADN, par exemple chez la souris ça va être dans la journée, et une période de transcription maximale des gènes cibles, donc ça va être la nuit. Alors la boucle de transcription-traduction, c'est que bimol et clock favorisent la transcription de protéines comme PER et CRY, et que ces protéines synthétisées, PER et CRY, s'accumulent pour réprimer l'action de bimolin et clock. Et donc ça entretient un système sur 24 heures. Alors c'est une version extrêmement simplifiée, et bien sûr il y a différentes couches qui se sont ajoutées, qui ont complexifié le système. Alors, ce qui est intéressant, juste un mot là-dessus, on connaît essentiellement cette boucle de transcription-traduction. Il y a d'autres horloges autonomes qui sont connues. Ça a été décrit dans une série de travaux assez élégants chez les prokaryotes, chez les eucaryotes unicellulaires et chez les eucaryotes multicellulaires, où on retrouve des rythmes. Par exemple, chez ce prokaryote, cette cyanobactérie à gauche, une phosphorylation de protéines Ki-ABC, qui produisent un cycle de 24 heures et qui ont un rythme autonome et indépendant donc des signaux extérieurs de lumière ou de nutriments, par exemple. Dans un eucaryote unicellulaire, ici un protiste, il y a la démonstration donc récente qu'il y a des couples redox qui ont des rythmes de ratio qui se modifient sur des rythmes de 24 heures, totalement indépendants des signaux extérieurs. Donc ce protiste, on le met dans le noir, ça arrête totalement sa boucle de transcription-traduction. Et quand on remet la lumière, il reprend son rythme avec la bonne phase. Et donc, ça a permis la découverte d'autres rythmes endogènes qui se maintenaient indépendamment de la lumière. Et puis, chez les eucaryotes, il y a ces rythmes aussi, et ça a été démontré chez les globules rouges qui, comme vous le savez, n'ont pas de noyau, et donc pas d'horloge moléculaire. Alors, je dérape un peu sur l'objet du symposium qui parle de système nerveux central, mais j'y suis obligé. L'horloge des mammifères, elle est à la fois centrale, donc on vous en a parlé ce matin, l'horloge dans les noyaux suprachiasmatiques qui gère les rythmes et le comportement sur 24 heures, mais elle est aussi périphérique parce que cette horloge moléculaire, elle existe dans toutes les cellules et dans tous les organes, et elle va avoir une fonction et une organisation différente en fonction de l'organe et de sa fonction physiologique. Par exemple, vous pouvez avoir une horloge centrale du noyau suprachiasmatique qui est réglée sur le rythme lumière-obscurité et une horloge du foie, par exemple, qui peut être totalement décalée si vous vous mettez
par exemple, à manger la nuit. Vous allez inverser votre horloge moléculaire. Donc ça vous prouve la complexité et à quel point la physiologie et la physiopathologie des rythmes circadiens est complexe et intriquée. Alors, concernant l'épidémiologie, mon propos ici, c'est de montrer qu'il a fallu vraiment attendre l'événement de la biologie moléculaire et la démonstration du fonctionnement de cette horloge moléculaire pour avancer. Donc on savait, on fait une recherche PubMed et vous recherchez les plus vieux indices de lien entre les rythmes circadiens et la pathologie. Description en 1960 qu'il y a plus d'infarctus du myocarde au petit matin. Donc ça, c'est des choses qu'on a tous appris en faculté de médecine. Pour ceux qui ont fait médecine. En 1986, démonstration que le travail décalé s'associe à plus de pathologies cardiovasculaires. En 2001, que le travail décalé s'associe au rythme métabolique. Et vous voyez, si vous mettez ça en parallèle avec la mécanistique de l'horloge, donc j'avais cité 1729, 1771. Donc après, il y a aussi, c'est assez tardif, la démonstration que l'horloge des mammifères est dans l'hypothalamus, en 1979 qu'elle est dans les noyaux suprachiasmatiques, et ensuite c'est l'avènement de la biologie moléculaire, identification de clock, bimol 1, identification du rôle de promoteur de la transcription de clock et bimol 1 en 1998, démonstration que les noyaux suprachiasmatiques centraux entraînent des horloges périphériques en 2000, et en 2002, on commence à parler des connexions moléculaires entre l'horloge circadienne et le métabolisme. Et donc, s'en est suivi une série de travaux pour démontrer l'importance physiopathologique de ces mécanismes moléculaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'entraîner une perte de synchronisme entre votre horloge endogène circadienne et les influences extérieures. Donc typiquement dans le mode de vie moderne, il y a une perturbation des rythmes. Ça peut être dû au travail décalé, ça peut être dû à ce qu'on appelle le jet lag social. Donc le jet lag social, c'est typiquement, vous travaillez en semaine, vous avez un certain rythme et il est modifié au cours du week-end. Donc vous déclenchez un petit jet lag social. Mauvaise qualité du sommeil et décalage des horaires de sommeil. Donc ça perturbe les rythmes veille-sommeil, ça entraîne une perte de synchronie. Et puis quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans la littérature actuellement, c'est la perturbation des rythmes alimentaires. Donc je vais revenir sur chacun de ces points. Donc concernant le travail décalé, je vous invite à regarder un rapport de l'ANSES qui a été rendu en juin 2016 sur le risque pour la santé du travail décalé. Donc l'ANSES note qu'il y a 3,5 millions de travailleurs décalés en France, c'est une augmentation par 2 en 20 ans. Donc globalement, dans les sociétés industrialisées, on considère qu'il y a environ 20% des travailleurs qui travaillent en horaire décalé. Mais le problème peut être plus important que ça, puisque il y a des publications qui notent que plus de 2/3 des travailleurs ont en fait un jet lag social d'au moins 1 heure. Pour vous montrer la pertinence du risque que pourrait entraîner le travail décalé. Alors concernant ce risque, donc clairement les études expérimentales, quand on reproduit du travail décalé chez les souris, c'est un peu bizarre, mais on peut faire des protocoles pour simuler ce genre de décalage d'horaire, ou quand on le fait chez l'humain, expérimentalement, on altère le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline, mais on perturbe la régulation pondérale. Donc il y a plutôt une tendance à la prise de poids. Elle est associée à la fois à une prise alimentaire plus importante, mais elle est aussi indépendante de cette prise alimentaire plus importante. Alors en conditions de vie réelle, il y a des études cas témoins positifs qui disent que le travail décalé favorise la prise de poids, des études de cohorte qui montrent une relation dose-réponse avec la durée de travail postée pour la survenue du diabète de type 2. Et dans le cardiovasculaire, c'est moins tranché. Donc l'ANSES notait qu'il y avait des études essentiellement avec trop de biais de sélection et d'information pour pouvoir conclure. Donc je n'ai pas mis de référence et je vous enjoins encore une fois à regarder le rapport de l'ANSES qui est en ligne. Concernant maintenant le sommeil décalé, donc il y a vraiment pléthore d'études expérimentales avec différents protocoles pour perturber le sommeil de manière plus ou moins drastique et plus ou moins prolongée. D'une manière, ces études sont cohérentes pour dire que la restriction de sommeil entraîne une surconsommation calorique et une prise de poids. Que la restriction de sommeil, par exemple, vous faire dormir seulement 5 heures par nuit pendant une semaine entraîne une altération de la réponse à la charge intraveineuse en glucose.
que, à contrario, augmenter le sommeil chez les petits dormeurs améliore la sensibilité à l'insuline, et que manger pendant le cycle de nuit perturbe le métabolisme glucidique. Donc pour les cliniciens, vous connaissez ça dans une forme un peu extrême psychiatrique, c'est le night eating syndrome, où on observe classiquement des formes de diabète particulièrement réfractaires au traitement. Alors, la difficulté pour l'étude du rôle d'un sommeil perturbé, donc soit trop court, soit les difficultés d'endormissement, c'est que le décalage circadien et le coucher tardif s'accompagnent aussi d'un sommeil réduit et que c'est difficile de faire la part des choses entre perturbations circadiennes et l'insuffisance de sommeil. En conditions de réel, en tout cas, donc là je mentionne 2 revues et méta-analyses qui montre que le sommeil réduit, donc moins de 5 heures de sommeil, ça augmente le risque de survenue d'un diabète de type 2. Donc les risques ratios sont entre 1,2 et 1,5, et significatifs. Et ça augmente le risque d'obésité. Alors pour le diabète de type 2, un sommeil trop court ou trop long, ça augmente le risque. Et les difficultés d'endormissement, ça a un risque ratio encore plus important, puisque là on est presque à 2. Alors quelque chose de vraiment important et de très récent dans la littérature, c'est la démonstration de l'importance des rythmes alimentaires dans la gestion pondérale et le risque de survenue de pathologies métaboliques comme l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Donc vraiment, une calorie n'est plus une calorie, puisque selon l'horaire à laquelle vous la prenez, votre calorie, elle n'aura pas la même valeur. Donc d'une manière générale, se dresse un consensus pour dire que la prise alimentaire le soir augmente le risque d'obésité. Ce qui supposerait que l'humain est plus adapté finalement, physiologiquement, pour une prise alimentaire au début du cycle lumineux, plutôt le matin, ce qui collerait avec ce qu'on observe chez les rongeurs, qui donc eux sont nocturnes et qui ont une tendance à prendre l'essentiel de leur alimentation en début de nuit. Avec une démonstration expérimentale par ailleurs que quand on force les rythmes chez les souris, par exemple, malgré une alimentation grasse, on peut corriger le phénotype métabolique juste en forçant une restriction dans le temps de la quantité de calories prises. Pour le succès de la perte de poids, prendre un petit déjeuner par rapport à prendre un dîner haut de calories, ça favorise une meilleure perte de poids. Le moment du repas de midi, selon que vous prenez votre déjeuner plus tôt ou plus tard dans la journée, prédit la perte de poids. Donc c'était une étude chez 420 sujets obèses pendant un programme de 20 semaines. Même chose pour le post-chirurgie bariatrique. Les rythmes alimentaires où la prise alimentaire est faite essentiellement le matin favorisent la perte de poids. Alors c'est vraiment un domaine en pleine évolution parce qu'on a maintenant à disposition des outils connectés qui permettent de mieux savoir ce que les gens font de manière effective et pas subjective. Donc il y a une étude là, de Gill en Cell Metabolism en 2015 qui montre sur une petite étude de cohorte que la durée de l'apport quotidien alimentaire, donc la période pendant laquelle les gens consomment des aliments, dépassait presque 15 heures pour la moitié de la cohorte. Donc c'est assez considérable. Ça veut dire que vraiment, il y a peu de temps dans la journée où les gens ne mangent pas, et le jeûne nocturne est finalement très raccourci. Et d'ailleurs, dans cette étude, simplement en montrant aux gens qui mangeaient de manière très étalée dans la journée et en leur demandant de recentrer un peu leur prise alimentaire, ils ont observé des effets métaboliques favorables. Alors là, je ne vais pas m'engager sur un terrain qui n'est pas le mien, mais c'est juste pour dire que dans ces approches qui viennent de vous être présentées dans la présentation précédente, il y a des chercheurs qui sont intéressés à d'autres polymorphismes, donc par exemple des gènes centraux pour l'horloge moléculaire comme CRY2, qui a des polymorphismes qui s'associent au risque de diabète de type 2, et aussi pour ces 2 polymorphismes ici mentionnés dans ces 2 premières études, associés à l'efficacité de la perte de poids. Alors, le futur, c'est que et peut-être que ce prix Nobel très récent va forcer un peu les choses. Il n'y a actuellement aucune recommandation de santé publique qui porte sur les rythmes alimentaires ou les rythmes de veille-sommeil, donc c'est certainement quelque chose à changer. Ma prédiction serait que très prochainement, il y aura l'apparition de recommandations de santé publique qui portent sur les rythmes.
Et puis bien sûr, toute cette connaissance accumulée maintenant sur l'horloge moléculaire et les facteurs de risque pour les maladies métaboliques est une porte ouverte pour la mise en place de chrononutrition et de chronopharmacologie. Donc à ce titre, il y a des choses qui apparaissent. Donc une publication l'an passé dans Cell Metabolism qui montre, après un screening in vitro dans des cellules, que certains composés sont capables de moduler l'amplitude de l'horloge circadienne in vivo. Donc là, ils ont identifié un dérivé de la peau de citron, un flavanoïde qui s'appelle la nobilétine, qui joue sur l'horloge moléculaire pour augmenter son amplitude. Quand elle a été testée chez les souris soumis à un régime gras, ce traitement a été capable d'augmenter l'amplitude des oscillations de l'horloge dans le foie et d'inverser le phénotype métabolique. Voilà, donc ça sera peut-être les prémices de l'avènement de nouvelles drogues qui pourraient cibler soit l'horloge moléculaire directement, soit cibler ce sur quoi l'horloge agit, ce qui est plus dans ma thématique de recherche. Je vous remercie pour votre attention. Je vais répondre à vos questions. Merci David pour ce beau panorama. Est-ce qu'il y a des questions ? Quel est le lien entre stress et horloge ? Est-ce qu'il y a des liens en cas de décalage de l'horloge? Est-ce qu'on a observé des situations évocatrices de stress? Alors je connais, très honnêtement, c'est une excellente question, je connais honnêtement pas très bien le sujet. Il faudrait regarder du côté du rythme de sécrétion de cortisol, notamment ce qui a été fait, puisque si on veut une lecture objective du rythme endogène, on peut faire des prélèvements successifs au cours de la journée pour regarder la sécrétion de cortisol. Mais j'ai pas de réponse à votre question, qui est par ailleurs tout à fait pertinente. Je peux juste avant que tu puisses parler, Samy, une information, c'est sur moi, j'ai toujours eu cette interrogation sur la question de l'axe HPA. Dans ces troubles du sommeil, systématiquement, il est augmenté. C'est-à-dire qu'il y a une activation de l'axe HPA dès que tu as un problème de sommeil. Et donc, la question, c'est de savoir ce qui est causal dans tout ça. Est-ce que ce n'est pas simplement un stress particulier, le sommeil, et est-ce qu'il a réellement un impact en soi, autre que par l'axe HPA? Et pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincu. Mais... David, merci pour ton topo qui était excellent. J'avais une question sur la flore, parce que c'est devenu tellement... tarte à la crème, une des questions, c'est est-ce que tu connais des façons d'apprécier des modulations circadiennes de la flore? Alors ça a été étudié. Du microbiote, quoi. Il y a plusieurs papiers. Il y a un papier assez récent de Pierre Chambon dans Cell qui regardait les rythmes circadiens de la flore intestinale. Donc il y a chez les sujets soumis à des rythmes circadiens perturbés, il y a une modification de la flore qui a été démontrée. Avec un lien avec la survenue de pathologies, enfin de profils plus à risque métabolique. L'idée étant que la production de petites molécules par le microbiote intestinal peut être perturbée. Donc dans le papier de Pierre Chambon, ça perturberait le rythme circadien de l'épithélium intestinal. Et il y a aussi d'autres papiers qui suggéreraient qu'il y aurait, via le transport portal de ces petites molécules, une influence sur l'horloge hépatique. Ouais. Juste là aussi, une chose que vous avez évoquée et qui est une autre interrogation que je vais vous adresser tout de suite, c'est que le microbiote, ça varie avec l'alimentation, tout bêtement. C'est des bactéries, donc selon ce qu'elles trouvent à manger, elles vont proliférer ou non. Donc, comme vous l'avez souligné au moins deux moments, l'acte alimentaire est tellement important sur l'horloge, forcément, il y a un rythme circadien du microbiote. Enfin, on peut s'y attendre, même s'il n'est pas direct et très rapide, quoi. Moi, ma question, justement, c'est celle-là, c'est sur l'importance de ces rythmes circadiens, donc pas les exogènes, les endogènes, parce que, justement, ces rythmes s'adaptent immédiatement à la prise alimentaire. Par exemple, vous l'avez souligné, si on mange la nuit, le rythme du foie s'adapte, etc. Donc, ce rythme-là, ces rythmes s'adaptent immédiatement à un acte exogène, qui est la prise alimentaire, et ça a été rapporté dans multiples observations. Donc, quelle est son importance? Est-ce que c'est simplement une façon de s'adapter?
Et est-ce que le rythme en soi peut avoir un rôle causal vraiment initial dans les perturbations? Quel est votre avis à vous? Est-ce qu'il peut avoir un rôle causal vraiment au tout début des perturbations qui vont, par exemple, aboutir à l'obésité, ou est-ce que finalement ce n'est qu'une adaptation à quelque chose d'autre qui, en soi, va pouvoir créer l'obésité? Alors c'est une question centrale et qui est pas totalement tranchée, qui m'intéresse pour mon sujet de recherche. Alors quand vous dites ça s'inverse immédiatement, ça s'inverse. Si vous faites une inversion du rythme, ça se recale, mais ça se recale à un rythme d'à peu près, une vitesse à peu près d'1 heure par jour. Il faut une quinzaine de jours pour inverser totalement le rythme circadien hépatique de souris, par exemple, chez qui on a inversé le rythme de prise alimentaire. Mais effectivement, ça s'adapte relativement rapidement. Ce qui manque un peu dans la description actuelle du contrôle des réseaux transcriptionnels, si vous voulez, il y a la démonstration qu'il y a une régulation circadienne d'enzymes qui sont limitantes pour le métabolisme dans plein de voies métaboliques, et il manque un peu une explication intégrée qui pourrait expliquer comment le métabolisme énergétique est modifié. Moi, mon idée, c'est que cette horloge transcriptionnelle et l'horloge redox, par ailleurs, peuvent contrôler des rythmes mitochondriaux diurnes sur 24 heures, et que la modulation des états de fusion et de fission des mitochondries modifie de manière totalement évidente et connue la bioénergétique. Donc ça peut être une manière de réconcilier le côté perte de rythme avec quelque chose de plus organellaire et de plus facilement connectable avec la dépense énergétique et l'utilisation des substrats. Mais effectivement, il reste un gap en fait, de connaissances entre l'horloge et la pathologie métabolique, en dehors de descriptions vraiment très